Bonjour et bienvenue. Bonjour Patricia, bonjour Aimé, Bonjour. bien, bonjour à nos téléspectateurs. Le rendez-vous est pris, comme il est souvent pris, et puis nous sommes là pour y répondre. Voilà. Un air de rose ce matin sur la cravate, sur le nœud PAPS. D'ailleurs, Sidou Fashion va prévoir quelque chose de particulier pour Patrick Christian d'abord. Et vous lisiez entre les lignes et dans sa boule de gitane Oui. que forcément, le regard de ce matin ne peut ne pas être rivé vers ce qui fait la confirmation désormais Bah oui. avant le kick-off. Bah oui, les choses se précisent, Patrick Christian. Et on a donc 9 rescapés sur 28 au départ. Donc le Tamis n'a pas fait de cadeau, vraisemblablement. Oui, si on s'en tient tout au moins au nombre, Oui. on peut constater que effectivement, on est passé de 28 prétendants à cette étape à 9 candidatures, en attendant bien évidemment un éventuel contentieux préélectoral. Et donc, dans cette dynamique-là, on va observer de voir si dans les 48 heures qui vont suivre, surtout en fonction de ce que prévoient les articles 128, 129 et 130, je parle sous le regard des essais de questions électorales et de droit, en attendant de voir donc si dans les 48 heures, des recours vont être transmis à l'institution en charge d'arbitrer justement cette partie. C'est vrai qu'on a vu comme des satisfactions dans un certain nombre de camps, ce qui est tout à fait légitime, parce que si vous êtes choisi par le conseil électoral, peut-être que votre candidature remplit les critères exigés par le code électoral et que vous soyez parmi ces 9 que vous avez à l'image, cela suppose que dans le tamis de cette présélection, parce que la sélection finale se fera bien évidemment sous le sceau du Conseil constitutionnel, ça veut dire que vous avez le potentiel, la carrure et les arguments, éventuellement sur le plan légal, pour être en mesure de postuler, ou tout au moins de prétendre au siège présidentiel dans notre pays. Donc effectivement, on a, à la suite de cette liste, on a véritablement le sentiment qu'il y a eu un écumage de pas moins de 18 candidatures. Et même si dans les textes lus par le président du conseil électoral, Eno Abrahams Egbe, on a retenu qu'un des candidats avait de lui-même désisté avant l'examen, n'est-ce pas, des autres dossiers de candidature, il va de soi que ce nombre-là est quand même parlant. Vous en avez 18 qui ont été mis de côté. Et vous avez donc, dans cette dynamique-là, la présence de quelques 3 groupes. D'ailleurs, notre confrère, ami et collègue Ghislain Pierre Essonneau le mentionnait hier dans les éléments que nous avons produits pour le journal le 19h50 hier. On peut bien les regrouper dans 3 groupes principaux. Vous avez les tauliers de cet exercice-là, qui sont là présents. On ne parlera plus de celui que les observateurs de la scène politique camerounaise qualifient de Sphinx, le président de la République, qui est bien en poste et qui, vraisemblablement, depuis le tourbillon ou l'effervescence de ce scrutin présidentiel, depuis qu'il est lancé, on l'entend très peu parmi tous ces prétendants au siège qu'il occupe pour l'instant jusqu'à la fin de son mandat. Oui. Il est bien là. Et on a ces figures qu'on a souvent vues sur le chemin des tout-dits, même si cela n'aura pas souvent été, positif à l'issue. Gaga Manadi, qui revient, ce chasseur de baleines, actuellement bien en poste du côté de la CONAC, et bien évidemment, à côté de ces 2 tauliers, il y a un 3e qui nous vient de l'UDC. Donc vous avez dans cette posture pratiquement une présence intergénérationnelle qui se définit à travers cette liste et qu'on peut fractionner justement dans un tiercé de groupes. Le premier, bien évidemment, élément de ce tiercé, c'est cet taulier de l'exercice ou de l'activité ou de la course à la présidentielle. Et puis, vous avez à la suite de cet taulier des personnalités tout de même assez mûres, mais qui vont, dans la dynamique de cette élection présidentielle, faire office de novices, de bleus dans l'exercice. On prendra des personnes, un candidat comme l'honorable Oshi,
qui bénéficie, il faut le reconnaître, d'une machine assez présente comme celle du SDF, abonné de ces scrutins depuis le retour au multipartisme, mais qui va dans cette élection avec une nouvelle figure bien différente de celle habituelle de Ni John Fundi que nous avons souvent eue. Eh bien, dans ce deuxième groupe, vous avez l'activité hyper présente, à la fois sur les réseaux sociaux et même dans l'animation du parti de Maurice Kamto, qu'on a d'ailleurs vu se déployer sur l'ensemble du pays depuis un bon nombre de mois, à côté desquels il faut bien signifier que vous avez un troisième groupe qui, lui, bien évidemment, va nous présenter ce que quelques-uns ont voulu appeler la renaissance ou alors la juvénilisation de notre monde politique. Vous avez bien Cabral Libi, qu'on ne présentera plus, même si on peut compter sur les cordes de Serge Espoir Matomba, des expériences passées, il reste tout au moins sur le plan de cette relation intergénérationnelle, une des figures de cette jeunesse, et puis le révérend Difford. Cela donne donc ces groupes-là que vous allez sans doute et que nous allons voir à l'œuvre, en espérant bien sûr que passé cette étape du Conseil électoral, il n'y aura pas de requêtes qui viennent au niveau du Conseil constitutionnel, parce que rappelez-vous que le Conseil constitutionnel, suite à une requête mentionnée par ceux que le Code électoral prévoit de pouvoir le faire, peut invalider ou repêcher une candidature. Donc, on ne peut pas à l'état actuel avoir la certitude de la présence de ces 9 uniquement, vous voyez, ou complètement. Parce qu'évidemment, suite à une requête qui peut sortir de n'importe où, tout à fait, on peut invalider une candidature validée à l'état actuel. En tout cas, et on peut repêcher. Voilà, le Conseil constitutionnel arrive. Donc, vous avez ces figures fortes, vous avez ces candidatures qu'on espérait, qu'on attendait, vous avez donc ces 3 groupes, vous avez justement l'impression que quand on a quand même un rejet comme celui-là, on peut convenir avec certains analystes. J'aime bien ce petit tweet de notre consoeur Annie Payette qui disait que les vraies choses commencent dans son tweet hier avec bien d'autres commentaires. Est-ce qu'on peut dire, effectivement, comme le pensent que quelques-uns, que ceux qui amusaient la galerie par leurs intentions de candidature ont été effacés? Voilà. Allez donc le savoir. Est-ce qu'on peut dire que les candidatures de façade ont été mises à côté? Allez donc le savoir. Mais ce qui est clair, c'est que lorsqu'on regarde la dynamique de la publication de cette liste, il est évident qu'il y a un certain nombre d'enseignements qu'on peut déjà tirer à ce niveau du processus électoral en attendant le saut définitif du Conseil constitutionnel. Alors, vous m'arrachez la question au bout de ces derniers mots, Patrick Christian Dombon. On est toujours sur le regard sur l'actualité. Le sujet du jour, c'est la course vers Etoudi. Et après avoir donc connu les 9, pour l'instant, selon Edecam, il y a forcément des choses qu'il faut en tirer comme leçon, mais davantage savoir si réellement on est parti pour une belle bataille qui pourrait rentrer dans l'histoire. C'est quand même assez... Oui, la première des choses déjà qu'on peut retenir dans cette bataille qui est annoncée, c'est que pour la première fois, on est passé quand même à 30 millions de cautions. Est-ce que l'effet caution s'est appliqué sur le nombre de candidatures que nous voyons? Parce que sur le plan intentionnel, on a vu, c'est vrai, pas moins de 28 qui prétendaient. Combien ont effectivement déposé les cautions? On peut se poser la question. Mais effectivement, on peut aussi constater que même si certains l'avaient espéré, dans ceux qui sont actuellement sortis de la liste produite par le Conseil électoral, on n'a pas de candidature indépendante. Cela nous ramène dans cette dynamique de la capacité réelle d'un Camerounais lambda au regard des conditions de notre code électoral à pouvoir postuler au fauteuil présidentiel si effectivement il peut remplir les conditions prévues pour être candidat indépendant. Donc le chemin pour être candidat indépendant reste quelque chose de très difficile dans notre environnement et donc cette présélection-là le confirme encore. Autre chose qu'on doit pouvoir remarquer, c'est que bien évidemment vous avez dans ces listes tout de même l'absence de femmes. Patricia l'a peut-être remarqué. Bah oui. On est dans une dynamique où, et ça c'est un gros paradoxe,
les statistiques de nos populations, qu'elles soient récentes ou lointaines d'une dizaine d'années, font état de ce que les femmes sont plus de la moitié, plus de 50% de la population dans notre pays. Et par conséquent, ces femmes, lorsque vous voyez leur engagement, elles sont un vivier, un potentiel électoral énorme, sinon le plus important. Mais malheureusement, elles n'ont pas jusqu'ici une présence assez effective en termes de prétention dans des artères et les couloirs de décision, et fut-il au plus haut niveau. On va peut-être regretter la précédente campagne présidentielle où on avait quand même un ton de femme. Et donc, le cas, par exemple, pour ne citer que celui-là, parmi les femmes qui avaient des intentions, le cas de la présidente querellée de l'UPC, Madame Abiba, va peut-être retenir notre attention. Est-ce que ce cas fera l'objet d'un recours? On verra, puisque de manière assez évidente, l'ECAM n'a pas communiqué au grand public les motifs des rejets. Ces motifs seront communiqués à ces différents candidats, et on verra donc s'il y a des requêtes qui vont prospérer. Donc vous avez dans cette dynamique peut-être l'effet caution qu'on peut retenir. On peut retenir aussi l'absence des femmes dans cette liste-là. Il y a l'absence de candidatures indépendantes, mais au-delà, et ça il faut le mentionner, elle est quand même restée dans les délais. Et lorsqu'on regarde le déclenchement de ce processus, toutes les phases jusqu'ici n'ont pas franchi les délais prévus par le code électoral. Et puis, le petit point qu'on peut noter jusqu'à cette étape du processus, au-delà des institutions qui interviennent, c'est les mécanismes de communication qui entourent désormais un certain nombre de candidats. Vous allez voir sur la toile, certains candidats ont carrément des porte-paroles déclarés. On fait peut-être un petit clin d'œil à notre confrère Paul Maël pour le cas, n'est-ce pas, de la coalition, du mouvement Nao avec Akeremouna. Il y a d'autres qui ont véritablement une emprise sur la dynamique de communication de ces candidats. Et la communication politique bat son plein dans cette élection et dans cette campagne à venir. On voit effectivement que ceux des candidats ou des prétendants à cette candidature en attendant le sceau du Conseil électoral, qui ont une machine de communication bien huilée, articulée, sont plus présents dans l'espace médiatique et gagnent des points. Est-ce que cela va changer la donne? Est-ce que cela nous augure d'une campagne électorale différente? En tout cas, au stade actuel, même dans la manière de communiquer, même avec les résultats annoncés par le Conseil électoral, en tout cas la liste dévoilée, on se rend bien compte que les choses changent dans la manière et l'approche justement des candidats de se présenter. Maintenant, est-ce que ce coup de jeune, cette appropriation de la machine communicationnelle d'une autre façon, va bousculer les habitudes de ce qu'on a appelé en début les tauliers, qui ont peut-être l'expérience du terrain, mais qui vont devoir s'adapter à la réalité des formes de communication qui semblent prendre le dessus au moment où cette campagne est attendue. Et merci encore à vous, Patrick Christian Dobo. C'est un bonheur de vous retrouver les lundis, mercredis et vendredis sur le plateau de Canal Matin. On vient de livrer un regard sur l'actualité, une chronique bien pensée, encore que l'actualité nous y impose, hein, même s'il faut le dire, ce n'est pas forcément toujours l'actualité au quotidien, c'est aussi des faits tout autour. On rappelle peut-être qu'on aura d'ici vendredi un regard sur la mission de la CAF qui vient donc entamer sa visite des chantiers en prélude de la CAN 2019. On en reparlera. Et vous, on vous souhaite une bonne journée avec un petit bonus, Patricia. Bah oui, le petit bonus, c'est d'avoir votre choix pour ma chanson du cœur de ce matin. On est entre Corneille et Singila. Les titres, c'est avec classe pour Corneille et c'est trop de Singila. C'est pas trop vous demander, hein, on espère bien. Non, mais je prends Corneille par rapport au texte et puis par rapport à sa petite histoire qui transparaît toujours à travers les textes. Même si à un moment j'ai pensé que le bonus, c'était ces délicieux paquets sur votre table. Rassurez-vous, hein, Serge prend compte et on aura le bonheur
d'en distribuer pour tout le monde. Oui. Allez, merci encore, excellente journée. Nous, on le fait sans transition puisque l'actualité est en continu sur cette tranche 7h, 8h. Au-delà de nos frontières, on va y attaquer directement la question de la Centrafrique avec l'ambassadrice de l'Union européenne qui visite justement des prisonniers. On va donc commencer par la République centrafricaine. Oui, en République centrafricaine, c'était donc hier, l'ambassadrice européenne en Centrafrique, Samuela Isopi, s'est rendue dans les deux prisons de Bangui, la prison pour hommes de Ngarakba et la prison de Bimbo pour les femmes. En Centrafrique, l'Union européenne soutient le système pénitentiaire à travers son programme de réhabilitation des secteurs de la justice et de la police en RCA. Voilà, c'est donc un programme s'étalant sur plusieurs années et d'un budget total de 18 millions d'euros, dont environ 400 000 euros pour les prisons. Les prisonniers, voilà, ça agglutine par exemple à Ngarakba plus qu'il n'en fallait, d'où la descente de cette ambassadrice qui viendra certainement changer les choses. Alors, on va aller donc du côté de la Côte d'Ivoire. Oui. Il y a la réaction, n'est-ce pas, de la classe politique après l'annonce de la libération de Simone Gbagbo. Et elle est officielle. Ce sera tout à l'heure. Et ne manquez pas de rester connecté sur Canada International pour cette actualité, avec le concours d'ailleurs d'un doyen qu'on ne présente plus, Rabie Binzi, qui nous regarde ce matin. Et un bisou particulier à Madame Rabie Binzi, qui nous regarde aussi et qui prend l'actualité avec nous. C'est... Alors, Simone Gbagbo libre, mais déjà les réactions de la classe politique du côté de la Côte d'Ivoire. Oui, pour remonter un petit peu à l'interne, voilà, c'est le président ivoirien Alassane Ouattara qui a annoncé lundi l'amnistie d'environ 800 personnes. Donc, il n'était pas juste question de Simone Gbagbo, environ 800 personnes, parmi lesquelles se trouvent plusieurs figures de l'ancien régime de Laurent Gbagbo et notamment l'ex-première dame Simone Gbagbo. Alors, depuis l'annonce de ces amnisties, les réactions se sont multipliées dans le monde politique. On rappelle, Simone Gbagbo purgeait jusqu'à présent une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Ça a été prononcé depuis 2015. Alors, parmi les réactions dont on parlait, au sein de la majorité présidentielle, le porte-parole du RDR, le parti du président Alassane Ouattara, alors, Mamadou Touré, qui est donc ce porte-parole, salue un tournant décisif dans la vie de la nation Côte d'Ivoire qui va dans le sens de la consolidation de la paix et de la stabilité. En revanche, de l'autre côté, ce sont des réactions encore plus enthousiastes qui sont évidemment du côté du FPI où lundi soir, le cofondateur, M. Aboudraman Sangaré, sabrait le champagne avec ses camarades de lutte politique parce que pour lui, c'est une amnistie qui vient comme un geste d'apaisement. Voilà. En tout cas, on va rester sur l'actualité, mais un petit tour au Mali avec ces quelques images. On a annoncé les présidentielles, on a annoncé justement le vote. On n'attend plus que les résultats. Et justement, pour le Mali, à l'étranger, il faut dire que les résultats sont fortement attendus. Des candidats réclament d'ailleurs les résultats au Mali. Les 18 candidats qui contestent les résultats ont tenu hier un meeting pour réclamer justement cette sentence. Et on va aussi rappeler que la Cour constitutionnelle du Mali proclame donc les résultats définitifs du premier tour de la présidentielle ce mercredi. 18 candidats après leur contestation. Il faut rappeler quand même que la mission d'observation électorale de l'Union européenne dans le pays a renouvelé ses appels à la transparence avant le second tour de dimanche. Donc on attend la confirmation. Soumaïla Cissé et Alou Boubacar Diallo arrivés respectivement 2e et 3e du scrutin du 29 juillet selon les résultats provisoires évoque donc des irrégularités. Mais, messieurs, vous aurez la réponse demain sur Canal Matin, en tout cas sur l'actualité au-delà de nos frontières. Allez, une fois n'est pas coutume, on sort du continent, on va du côté de l'Italie et on parle encore de migration avec l'Italie qui va libérer 12 bateaux aux gardes-côtes libyens. Voilà, donc de l'Italie à la Libye, on revient rapidement donc en Afrique, Aimé, et le Parlement italien, pour dire que le Parlement italien a voté le
le lundi 6 août un décret prévoyant de livrer aux gardes-côtes libyens 10 Zodiac patrouilleurs et 2 navires pour lutter contre l'immigration illégale en Méditerranée. Donc, quelques 382 parlementaires ont voté pour cette décision et 11 seulement s'y sont opposés. Et pour ces opposants, ce sont ceux qui considéraient que la Libye n'était pas un pays, sauf pour y ramener les migrants, et qu'elle n'a pas signé la Convention de Genève. Aucune date n'est avancée pour la livraison. Pour le moment, un protocole d'accord a été trouvé en juillet dernier avec le gouvernement d'Union nationale. Il stipulait d'allouer ces bateaux aux Libyens dans le cadre de la coopération dans la lutte contre la migration clandestine. Et ces navires seront donc destinés à augmenter la capacité opérationnelle des gardes-côtes libyens qui protestent contre leur manque de moyens alors qu'ils sont amenés à faire de plus en plus d'opérations de sauvetage. La Libye, encore la Libye. En tout cas, messieurs, après on va se plaindre, mais je ne sais pas ce qu'ils vont toujours chercher là-bas. Oui. On est bien chez soi, on n'est jamais mieux chez soi qu'ailleurs. Oui. De toute façon, on comprendra que c'est une situation délicate. Quelqu'un pourra vous répondre, ou alors ils sont nombreux à toujours répondre de cette façon. Un bout de terre n'a jamais fait chez soi, hein, donc chez soi c'est où on se sent bien. C'est pourquoi peut-être ils vont de l'autre côté en s'imaginant qu'ils s'y sentiront bien. Mais on se sent bien ici aussi. On se sent bien là où on se donne les moyens d'aller bien. Alors, c'est chez eux. C'est vrai que pour Martin-Paul Samba, ce n'était pas sur ses terres natales, mais on parle sans transition des éphémérides. Oui. Et la première date qui colle à l'histoire du Cameroun, c'est l'assassinat de cette légende, en tout cas les deux en image, Rudolf Douala Mangabel et Martin-Paul Samba, exécutés par les Allemands un 8 août 1914. Deux grands hommes, deux destins hors du commun, deux fins tragiques. L'un vit sur la côte et l'autre dans l'Interland. Et ils se connaissent même dans les années 2013-2014. Et pourtant, les deux mènent chacun de son côté un combat farouche contre les colons allemands. Vous connaissez l'histoire et vous en ont d'ailleurs rappelé qu'il y a beaucoup d'activités au Cameroun et même dans la diaspora liées à la commémoration justement de l'assassinat de Rudolf Douala Mangabel et puis Martin-Paul Samba. On rappelle d'ailleurs aussi qu'il y a eu des films justement qui ont été érigés pour rappeler la mémoire, n'est-ce pas, de ces mentors et de ces martyrs qui ont donné leur vie pour la cause sociale. En tout cas, accusés de trahison par les colons allemands. Ils seront donc tous exécutés ce jour-là. On espère simplement que pour Martin-Paul Samba, fusillé à Ebolova, et puis le roi Madola, le chef des Batanga à Kribi, les Lamidés de Kakfou, du Mindif subissaient le même sort, tout comme 5 dignitaires de la cour de Marois. Bref, je suis certain même que M. Rabé Binzi pourrait remonter l'histoire. Il a fait à chaque fois pour, n'est-ce pas, nous remettre dans cette situation qui continue de faire débat aujourd'hui, même au sein de la communauté Sawa. Et bref, nous, on se maintient à ça. 8 août, devoir de mémoire pour Martin-Paul Samba et Rudolf Douala Mangabel. Voilà, devoir de mémoire, hein. Il fallait absolument le faire. Et moi, j'ai envie de te dire merci, Aimé, d'être repassé par là, voilà, pour parler de ces deux personnalités qui resteront à jamais dans l'histoire de notre pays, le Cameroun. Mais en parlant de devoir de mémoire, je n'ai pu m'empêcher de penser à Harold Ketcheman, l'auteur du livre Les icônes de la musique camerounaise, une œuvre qui a été réalisée par Devoir de mémoire aussi, qui est encore au Cameroun, certainement pour continuer la tournée, pour ce livre qui mérite d'ancrer dans les habitudes, d'être ancré en fait dans les habitudes déjà, comme tu le disais ici pour les hommes de médias, voilà, pour compléter, parce que beaucoup en savent déjà un tas, pour compléter la culture musicale et aussi toujours par rapport à l'histoire, pour mieux connaître notre histoire. Le livre Les icônes de la musique camerounaise, toujours disponible à la librairie des peuples noirs et un peu partout sur le territoire camerounais. C'est bien de parler de culture, parce qu'on va y aller avec les extraits de Ma chanson du cœur. Oui. On a choisi comme ça, peut-être pour mariner ceux-là qui aiment bien de beaux souvenirs. Alors Marina, la question que je te pose, tu réponds après sur la toile. Qu'est-ce qu'avec Classe de Corneille ou C'est trop de Singila te rappelle? Tu es prête à me répondre? Fais comme les autres. Clique sur Canal Matin, la page Facebook. Mais